On se retrouve comme tous les mois sur la chaîne Immobilier d'Angers pour vous présenter les meilleures actualités du marché immobilier actuel en France. Donc, le temps que je vous partage mon écran, on peut voir qu'on a notamment eu quelques secousses au niveau politique qui engendrent un peu des questionnements sur la suite, notamment au niveau des marchés et des taux immobiliers. Donc c'est ce qu'on avait pu voir dans la dernière vidéo sur les taux au 1er octobre. Je vous remettrai le lien si vous voulez aller voir la vidéo plus en détail sur ce sujet. En attendant, voici toutes les actualités que j'ai identifiées comme importantes à signaler pour ce mois-ci. Donc, on va parler entre autres de l'augmentation des taux qu'on peut voir plus fortement là sur le mois d'octobre, que les conditions d'achat continuent à s'améliorer en règle générale. On verra comment et pourquoi, et surtout, est-ce que ça peut encore continuer à s'améliorer? On verra ce qu'il en est de la hausse des frais de notaire, qui avait la possibilité d'avoir des exceptions pour les primo-accédants. On verra que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Nous verrons également aussi des chiffres sur le nombre de compromis de vente qui sont annulés après leur signature. On verra également ce qui peut changer au niveau des changements d'assurance emprunteur avec la condamnation d'une banque pour non-respect des délais. Les banques, elles ont encore tendance un peu à freiner des pieds pour ce genre de procédure, mais la loi les contraint à respecter les délais pour que ça aille suffisamment rapidement pour les emprunteurs. Enfin, ce matin, l'INSEE a publié le nouvel indice de référence des loyers. Donc on en fera un point et on parlera également de la taxe d'habitation qui n'a pas disparu pour tout le monde, puisque seules les résidences principales sont exonérées du paiement de cette taxe depuis 2023, mais d'autres continuent de la payer. Donc tout d'abord, on va faire un petit point. Tous les premiers du mois, je vous publie une vidéo et un article sur l'évolution des taux de crédit immobilier. Dans cet article, à chaque fois, je reprends un tableau qui reprend d'un mois à l'autre les variations des taux moyens affichés par différents courtiers, donc meilleur taux, pré-taux, empruntis, qui mettent à jour plus ou moins régulièrement leur barème. Là, on voit très bien tout de suite, on a surtout meilleur taux et pré-taux qui mettent très régulièrement à jour ces barèmes. Et on voit qu'il y a des hausses sur toutes les durées, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Alors, on a des hausses qui sont très limitées. On voit par exemple sur le 20 ans chez meilleur taux, on passe de 3,49% à 3,50%. Donc, on reste dans le détail. Et par contre, on peut avoir, par exemple, sur du 10 ans chez Préto, un taux qui est passé de 3,02% à 3,12%. Donc là, on est sur du 10 points de base. Et sur les autres durées, on a aussi des tendances à plutôt plus 5, plus 10% que des hausses très légères. Donc, comme on le craignait, comme on en parlait il y a 15 jours à peu près, les taux sont en train d'augmenter un peu au mois d'octobre. Pour l'instant, rien d'alarmant. 5 ou 10 points de base sur un prêt immobilier, ça fait de 3 000 euros sur la globalité du coût de votre prêt immobilier sur 20 ou 25 ans. Ça reste raisonnable pour le moment. On va voir si ça peut évoluer dans les semaines et mois à venir. Enfin, si on regarde, donc là on a vu le tableau sur les taux moyens. Si on regarde maintenant du côté des meilleurs taux, c'est-à-dire les taux les plus bas obtenus par les meilleurs clients, donc pour ça, il va falloir avoir des bons revenus, avoir de l'apport et en gros être très attractif pour une banque. Les banques aiment aussi surtout les jeunes, donc si vous êtes jeune mais avec déjà des bons revenus, une belle perspective de carrière, les banques vont faire beaucoup d'efforts pour vous, c'est-à-dire à vous proposer un taux beaucoup plus bas que la moyenne pour vous attirer chez elles et vous fidéliser en tant que client pendant de nombreuses années. Donc on peut voir sur ce tableau, donc on a les courtiers qui mettent un peu plus vite à jour leurs taux, comme meilleur taux et pré-taux. On peut voir qu'il y a eu des petites baisses, des petits ajustements, notamment sur 10 ans. Donc comme quoi, il est encore possible d'aller négocier, quand on a des bons dossiers, d'aller négocier à la baisse. Il y a encore certaines banques qui font des efforts pour attirer les profils qu'elles jugent les plus intéressants pour elles. Après, on a d'autres courtiers qui n'avaient pas mis à jour fréquemment ces taux les plus bas.
et on voit qu'ils sont tous remontés, on arrive à quelque chose d'un peu plus homogène. On a par exemple, quasiment tout le monde à 2,90 sur 15 ans ou autour de 3,05% sur 20 ans. Ça permet de voir exactement où on en est actuellement, ce 15 octobre 2025, sur les meilleurs taux qu'il est possible d'obtenir. Ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'on a d'un côté, notamment chez les 2 premiers courtiers, on a des taux qui sont stables ou qui baissent sur les meilleurs taux, et on a vu des taux qui ont augmenté sur les taux moyens. Ça veut dire que l'écart, il se creuse encore. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller batailler. Il y a vraiment en soignant votre dossier, en faisant attention, à votre apport, en soignant vos relevés bancaires, pas de découvert, essayez de, voilà, d'avoir une bonne gestion financière, de montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux. C'est la banque, voilà, si elle juge que vous êtes suffisamment sérieux, elle va estimer que le risque est réduit, elle va pouvoir vous faire un taux un peu plus bas. Et surtout, il va falloir les comparer, les offres des banques, parce que toutes les semaines, les banques réévaluent leur politique, elles changent leur grille de taux, elles changent les critères en fonction des profils, en fonction des régions. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser le comparateur qu'il y a sur Immobilier d'Angers, et après, il faut faire de la concurrence, il faut négocier, il faut échanger. On peut constater rapidement que d'une banque à l'autre, vous avez un même projet. Vous êtes les mêmes personnes, vous avez le même projet, vous achetez le même bien. Entre une banque et une autre, il peut y avoir entre 10 et 50 points de base de différence. 50 points de base, c'est énorme. Ça représente plus de 10 000 euros sur la plupart des projets immobiliers en coût total d'intérêt. Donc, vous avez tout intérêt, c'est le premier élément à aller négocier et à chercher, c'est d'avoir le taux d'intérêt le plus bas possible. On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres éléments qu'on va pouvoir négocier, mais ça peut même se faire dans un deuxième temps. Ensuite, nous allons voir, nous avons l'IGEDD qui met à jour tous les mois, et notamment là tous les trimestres pour ce graphique, une évolution de la durée qu'il faut pour acheter un même logement. C'est-à-dire qu'on prend un logement de référence, on prend une même durée d'emprunt sur 20 ans, on prend un même taux d'effort, c'est-à-dire le même taux d'endettement par rapport aux revenus disponibles des ménages, qui évolue dans le temps lui aussi, et on va regarder combien de temps il faut pour acheter ce même logement. Donc on fixe un peu les données, et par rapport à une courbe qui va reprendre juste l'évolution des prix de l'immobilier par rapport aux revenus, ça tient pas compte du tout des conditions de financement. On a vu qu'il y a 3 ans en arrière, on était à des taux à 1%, aujourd'hui on était à 3%, il y a 1 an on était à 4%, ça fluctue fortement. Mais je trouve que on a tendance à se focaliser sur l'évolution des prix, voir l'évolution des prix par rapport aux revenus, mais ça masque complètement l'aspect financier des choses, et on peut pas. On a bien vu qu'avec la hausse des taux, la capacité d'emprunt des ménages avait chuté. Il y a forcément des adaptations au niveau du marché qui se font. Donc là, ce qu'on peut voir sur la durée qui permet d'acheter le même logement, donc avec le même taux d'effort, avec les prix actuels et avec les taux actuels, on peut voir que sur le deuxième trimestre 2025, on avait encore une baisse. On est passé de 23,4% au premier trimestre 2025 à 22,9% au deuxième trimestre. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que pour quelqu'un qui a un projet d'achat immobilier, les conditions, globalement, elles sont meilleures pour acheter que les trimestres précédents. On a eu une pointe, si je reprends bien sur le graphique, oui, c'est logique, c'est avec la pointe sur la hausse des taux. On est à fin 2023, on a eu un pic à près de 29 ans. Là, aujourd'hui, on est redescendu à moins de 23 ans. Donc, c'est beaucoup plus raisonnable. C'est pas encore les meilleurs niveaux qu'on a observés dans le passé récent, j'entends, depuis la période 2016 à 2020. En gros, c'était vraiment la période idéale pour acheter un logement, parce qu'on avait une durée moyenne de 20 ans, qu'on n'a pas retrouvée depuis, et on ne sait pas si on va la retrouver dans les prochaines années. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le pic de la hausse des taux, les prix, avec un décalage dans le temps, ont corrigé aussi. Donc en 2024, on a vu les prix baisser, les taux baisser, les revenus continuent à augmenter aussi parce qu'il y avait de l'inflation. Résultat, ces 3 paramètres ont fait qu'on a eu une chute de cette durée d'emprunt pour acheter le même logement, et celle-ci, même si elle diminue moins vite, elle a continué à baisser au deuxième trimestre.
Donc, sachant que sur le deuxième trimestre, on est sur des prix qui datent du premier trimestre 2025. On a les chiffres de la Banque de France qui sont utilisés pour générer ce graphique, qui ont aussi 2-3 mois de retard. Donc, ça nous dit pas là, au mois d'octobre 2025, où on en est. On a pu voir que les taux commencent à augmenter. Donc moi, dans mes perspectives, je me dis que quand les taux ils commencent à augmenter, ces conditions elles se dégradent. Donc on va plutôt partir sur une hausse sur la fin d'année 2025 de cette durée d'emprunt. Et surtout que, en général, les prix de l'immobilier mettent du temps à s'adapter. Donc si on avait une hausse plus durable des taux de crédit immobilier, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est quelques augmentations qui ont lieu au mois d'octobre. Si la hausse était plus durable, il faudrait du temps pour que les vendeurs acceptent de revoir leur prix à la baisse. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. On a bien vu que quand les taux ont fortement augmenté en 2022, même début 2023, les prix continuent à augmenter ou ils restaient stables. Voilà, le marché était bloqué, il y a moins de transactions qui se font et les prix ne s'ajustent pas rapidement. Pourquoi? Principalement parce qu'il y a encore suffisamment de demandes par rapport à une offre qui est pas très large, notamment dans certaines grandes villes ou secteurs recherchés. Donc, si jamais les taux se mettaient à augmenter, remonter là, on est à 3,08% depuis le 3,07, 3,08% depuis quelques mois en moyenne, jusqu'au mois d'août. Si les taux remontaient ne serait-ce qu'à 3,50%, il y aurait besoin d'un ajustement sur les prix et celui-ci ne se ferait pas immédiatement. Donc pour ça, je continuerai de suivre les évolutions et on en reparle dans quelques mois. Autre point, j'ai vu passer dans les actualités qui a attiré mon attention. On a vu au début de l'année, principalement au mois de mai et au mois de juin, que les départements avaient le droit d'augmenter les frais de notaire. C'est-à-dire qu'ils prennent ils ont un taux qu'ils peuvent appliquer sur ce qui devrait s'appeler plutôt les droits de mutation. C'est-à-dire que quand vous achetez quand vous faites un achat immobilier, vous avez une enveloppe pour payer les frais de notaire, donc vous avez une petite partie, c'est les honoraires du notaire, mais surtout une grosse partie, qui représente bien 5% sur un achat de logement ancien, qui représente des taxes et impôts qui vont pour le département, pour la commune et pour l'État. Donc les départements étaient autorisés à augmenter leur taux. C'est une large majorité des départements qui l'ont fait. D'après l'article du Monde, là, c'était 83 départements sur 101. Je vous invite à aller voir sur la page dédiée. J'ai repris département par département les taux en vigueur avec la date d'augmentation. Dans cette loi, normalement, l'État avait laissé la possibilité au département de choisir d'exonérer les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent pour la première fois leur logement, de ne pas subir cette hausse de frais de notaire. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut constater? D'après Le Monde, un seul département, la Savoie, a mis en place ce type de procédure et aide ceux qui achètent pour la première fois à payer moins de frais de notaire. Et en plus, il y a eu des précisions qui ont été faites sur le fait que quand on achète à deux, quand on est en couple, il faut que les deux personnes soient primo-accédantes pour avoir l'exonération sur l'entièreté du projet. Sinon, ça peut être remis en cause ou réduit à la seule part de l'acquéreur qui est réellement primo-accédant. Autant dire que l'augmentation des frais de notaire, elle est un peu valable pour tout le monde. Enfin, dans un autre contenu, j'ai pu trouver, on a des stats assez intéressantes sur l'annulation des compromis de vente. Savoir que, voilà, un achat immobilier, c'est assez long, vous trouvez un bien, vous vous mettez d'accord sur le prix avec un vendeur, il faut déjà prendre le temps d'avoir un rendez-vous pour signer un compromis de vente avec un notaire. Après ce compromis de vente, vous avez l'acheteur a un délai de 10 jours pour se rétracter. Donc une partie des compromis peuvent être annulés par une rétractation de l'acheteur dans son délai légal. Là, si ça se fait en 10 jours, pour le vendeur, oui, c'est une perte de temps de 2-3 semaines, ça n'a rien de rédhibitoire. Par contre, si jamais le compromis de vente est annulé parce que l'acheteur n'a pas eu son crédit, il n'a pas réussi à se financer, là, ça peut se décréter au bout de 2-3 mois.
surtout là avec des conditions qui commencent à être moins favorables pour emprunter, on peut voir des refus de crédit immobilier qui vont réapparaître de plus en plus souvent. Dans ce cas-là, le vendeur, il a perdu 3, 4 mois. Il faut remettre le bien sur le marché. Il avait des projets avec l'argent qu'il allait obtenir de la vente, notamment si c'était pour quitter sa résidence principale et en acheter une nouvelle. Ça peut être assez contraignant. Donc là-dessus, on peut voir qu'on est en moyenne à plus de 16% des compromis qui ne vont pas au bout. Donc là, c'est par rapport à des réseaux de mandataires, mais ça nous donne une tendance générale qui rappelle que c'est pas parce que vous allez signer un compromis que forcément la vente, elle va se finaliser, dans, les 2 ou 3 mois qu'il faut pour, aller jusqu'à l'acte définitif. Donc moi, mon conseil pour les vendeurs qui veulent éviter ce cas-là, c'est de bien cibler le profil financier de l'acheteur. Surtout si vous passez par un professionnel, c'est indispensable qu'il fasse le nécessaire de vérifier les conditions de financement. Vous pouvez demander s'il a un accord de principe avec sa banque et voilà, savoir, s'il a réellement les capacités d'aller jusqu'au bout de la transaction. Autre information assez importante, on sait que depuis, de nombreuses années, les lois se succèdent pour, essayer de faciliter le choix de son assurance de prêt immobilier. Donc on a eu la possibilité, avec la loi Lagarde notamment, de demander une dérogation pour changer d'assureur pour son assurance de prêt immobilier dès la signature du contrat. Et il y a aussi d'autres lois qui ont permis de changer plus facilement de contrat une fois que celui-ci est déjà signé. Donc c'est notamment le cas de la loi Lemoine en 2022, qui devait faire appliquer des délais assez courts pour que les banques répondent à une demande de changement d'assurance emprunteur. Sauf que ces délais, d'après, le courtier Magnolia, c'est plus de la moitié des dossiers qui ne respectent pas ce délai. C'est-à-dire que les banques, elles ne jouent pas le jeu, clairement. Elles continuent de faire des marges très importantes sur les assurances de prêt et elles vont forcément essayer de ralentir les procédures et de dissuader les emprunteurs d'aller renégocier leur contrat et d'aller choisir un contrat moins cher ailleurs. Donc qu'est-ce qui change là? Là, il y a une banque, c'est pas la seule, mais il y en a une qui s'est fait épingler et qui s'est fait condamner à payer des amendes parce qu'elle avait mis beaucoup trop de temps à répondre à ses clients. Ses clients ont dû souscrire, payer 2 cotisations d'assurance. Ils se sont fait, certes, ont dû faire des démarches pour se faire rembourser derrière les échéances payées en double. Mais du coup, il y a eu un procès et la banque a perdu. Elle a dû payer une lourde amende. Et qu'est-ce que ça peut changer? Ça peut faire en sorte que les banques, elles arrêtent d'être aussi laxistes, qu'elles soient un peu plus vigilantes à respecter les délais. C'est inscrit dans la loi, elles ont 10 jours pour répondre quand il y a une demande. On sait qu'elles font des marges encore très importantes dessus, donc certaines banques, plus que d'autres, vont essayer de dissuader, notamment en allongeant les délais et en ne respectant pas, ces conditions. Savoir que la plupart des emprunteurs, ils vont aller négocier le taux, chercher le taux le plus bas et puis ils vont signer l'assurance de prêt qui accompagne ce crédit immobilier, sans forcément aller comparer aussi les autres offres, pour, assurer ce prêt immobilier et là-dessus, il y a facilement des économies de 5, 10, 15 000 € selon les montants du projet, selon la durée de l'emprunt. Quand vous avez, 5 € de mensualité en moins tous les mois sur 20 ans ou sur 25 ans, au final, ça génère vite plusieurs milliers d'euros d'économies. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à les comparer, notamment entre les assurances de groupe des banques et des assureurs qui ont des contrats individualisés, notamment pour les jeunes, pour ceux qui sont en bonne santé, voilà, c'est éviter de payer une assurance plus chère pour couvrir les risques majeurs qui sont portés par d'autres personnes. Enfin, ce matin, l'INSEE a aussi publié le nouvel indice de référence des loyers. Qu'est-ce que c'est l'indice de référence des loyers? C'est un un indice qui permet de plafonner l'augmentation des loyers. On sait qu'il y a beaucoup de villes où l'offre de logements, locatifs est très restreinte. Du coup, s'il y avait pas de plafond,
Et puis il y a des propriétaires bailleurs qui en profiteraient pour augmenter fortement les loyers d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. Là, il y a des règles. S'il y a une augmentation annuelle qui est prévue dans le contrat de location, elle ne peut pas être plus forte que l'indice de référence des loyers qui est publié par l'INSEE tous les trimestres. Donc là, pour ce troisième trimestre 2025, on a un nouvel indice qui est à 145,77. C'est des calculs qui sont basés par rapport à une base 100 qui date d'il y a 20 ou 30 ans en arrière, et qui permet de mesurer tous les trimestres une augmentation. Donc là, l'augmentation, on va voir qu'après la forte inflation, et on a eu même l'État qui a plafonné cette augmentation à 3,50% en 2022 et en 2023, aujourd'hui, on est revenu à une inflation de moins d'1%. Du coup, les augmentations de loyer ne pourront pas dépasser 0,87% pour ceux qui se basent sur l'indice du troisième trimestre. Donc, je vous laisse voir une page qui récapitule tout ça. Aussi bien une page qui vous explique comment ça se passe pour augmenter un loyer, quelles sont les règles à respecter, comment on fait pour le calcul, et vous retrouvez également tout l'historique de l'indice des loyers sur une autre page que je vous ai mis dans l'article. Enfin, dernière chose, la période de l'automne, c'est aussi la période des impôts locaux. Pour les locataires, on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus d'impôts locaux, parce que quand vous êtes juste locataire de votre résidence principale, il n'y en a plus à payer. Et ça ne veut pas dire pour autant que la taxe d'habitation n'existe plus. Tous ceux qui ont des résidences secondaires, tous ceux qui ont des logements vacants, tous ceux qui ont des logements qui sont loués en courte durée, doivent payer toujours, tous les ans, une taxe d'habitation. Donc pour ça, je vous remets tous les liens pour aller retrouver les informations sur la taxe d'habitation 2025, comment elle est calculée, cette taxe, quelles sont les dates pour recevoir votre avis d'échéance, quelles sont les dates pour les paiements, etc. Et ça va être également, à la fin de l'année, le moment pour ceux qui ont des logements vacants de payer une taxe sur les logements vacants qui est de plus en plus coûteuse. Et dans l'article, voilà, il précise quels sont les logements qui sont réellement pris en compte dans pour être considérés comme réellement un logement vacant et à qui s'applique réellement cette taxe. Voilà, on a fait un peu le tour de toutes les nouvelles actualités. Il va y en avoir sûrement d'autres avec le nouveau gouvernement qui est en train de se mettre en place. Des changements qui peuvent avoir lieu au niveau du projet de loi de finances, notamment, on espère, l'arrivée peut-être du statut du bailleur privé, qui sera sûrement décalé de quelques mois étant donné que le nouveau gouvernement est seulement en train d'être mis en place. Pour ça, restez informés sur l'immobilier. Je continue à faire de nouvelles vidéos et à publier de nouveaux contenus sur Immobilier de Danger chaque semaine. Donc, restez abonnés, soit à la newsletter du site, soit sur la chaîne YouTube, ou les deux. Et merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce genre de contenu vous intéresse. Et à bientôt pour un nouvel épisode.